À toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de l'article 29 de la loi énergie-climat, de ses liens avec les autres réglementations auxquelles vous êtes soumis et des solutions que peut vous proposer Etifinance pour vous conformer à ces exigences réglementaires. Je suis Victoria Martins, analyste ESG chez Etifinance, et je suis aujourd'hui en présence de Diane Fleury, responsable des activités de reporting extra-financier chez Etifinance, et de Tessa Zeppel, analyste ESG et spécialiste des questions réglementaires. Et nous commençons tout de suite avec un retour sur le premier exercice d'application de l'article 29. Diane, peux-tu nous dire comment les sociétés de gestion françaises se sont conformées à l'exercice? Eh bien, je pense qu'au premier abord, on peut dire que le bilan est plutôt bon. En 2022, 430 institutions financières ont publié leur rapport sur le site de l'Agence de l'environnement. Comme vous le savez, tous les organismes publiant un rapport article 29 doivent le communiquer à l'ADEME, mais on estime que toutes ne le font pas. Et on peut donc considérer qu'au moins 52% des sociétés de gestion agréées par l'AMF se sont conformées à ce premier exercice. Ce que l'on constate ensuite, c'est qu'il s'agit principalement de grosses sociétés de gestion qui ont en moyenne 21 milliards d'euros d'encours sous gestion. Ceci est un point important et nous y reviendrons. Les petits acteurs peinent encore à se conformer à ces exigences réglementaires de plus en plus fortes. Merci Diane pour ce premier éclairage. Et maintenant, si on entre un peu plus dans le détail, les mesures qui sont prises semblent aller dans le bon sens, n'est-ce pas? Et effectivement, ce que l'on constate, c'est que la majorité des sociétés de gestion se sont dotées d'organisations dédiées aux enjeux ESG, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Du point de vue environnemental, 88% d'entre elles ont mis en place une politique de sortie du charbon à horizon 2030 ou 2040. Mais on note qu'il y a quand même toujours 1% des encours sous gestion dans les fonds français qui sont exposés au charbon, et ce chiffre est en légère augmentation en 2002. La question des hydrocarbures se pose de plus en plus sérieusement, puisqu'un tiers des SGP disposent d'une politique sectorielle consacrée au pétrole et au gaz, allant, dans la plupart des cas, de l'exclusion des hydrocarbures non conventionnels à, dans une moindre mesure, l'exclusion pure et simple du secteur à horizon 2030 ou 2050. Enfin, on constate que l'engagement actionnarial se fait de plus en plus important, qu'il s'agisse de votes aux assemblées générales ou de dialogue avec les émetteurs. Les sociétés de gestion exercent de mieux en mieux leurs droits d'actionnaire. Mais il y a encore des efforts à fournir, non? Eh bien oui, car les engagements pris par les acteurs financiers évoluent peu. Ceux qui ont répondu à l'article 29 avaient pour la plupart déjà répondu à l'article 173 et mis en place des politiques et des seuils d'exclusion de certaines activités. Et l'on constate peu d'évolution en 2002, un peu comme si l'on attendait que les échéances se rapprochent pour agir concrètement. Et cela, eh bien, ça s'explique beaucoup par ce que l'on pourrait appeler un flou méthodologique. Si la question du carbone est de mieux en mieux appropriée par les acteurs, ce n'est pas le cas des autres indicateurs. Les notations ESG elles-mêmes souffrent d'une grande hétérogénéité et les sujets liés à la biodiversité, à la trajectoire climatique ou bien à la taxonomie sont encore mal appréhendés par les acteurs. Et qu'en est-il en matière de gouvernance? Est-ce qu'on constate des évolutions? En 2022, 59% des SGP déclaraient indexer une part de leur rémunération variable, de la rémunération variable des employés et des dirigeants sur des critères extra-financiers. C'est bien plus qu'il y a quelques années et le renforcement des exigences réglementaires sur ce point ne doit pas y être pour rien. En revanche, les thématiques extra-financières demeurent encore bien souvent optionnelles et si les instances de gouvernance sont de plus en plus conseillées par des comités sur ces sujets, eh bien, ils jouent rarement un rôle décisionnel. Et le dernier point important, qui est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'évolution des engagements climatiques, eh bien, c'est qu'il existe souvent peu de moyens internes dédiés à leur suivi. Et c'est ce que l'on constate avec la classification des engagements qui a été réalisée par l'Observatoire de la finance durable? Exactement. On voit qu'une part croissante des acteurs prend des engagements en matière de sortie des énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais par contre, ils sont encore très peu nombreux à réaliser une évaluation de leur exposition aux risques climatiques. De la même manière, 48% d'entre eux expliquent participer à des initiatives environnementales, mais seulement 12% mesurent l'impact de leurs investissements sur la biodiversité. L'objectif de l'article 29, c'est finalement que les engagements et les mesures prises pour y répondre évoluent à la même vitesse, et on n'y est pas encore tout à fait. Merci Diane pour ce panorama de la situation. Je rappelle que ces conclusions sont principalement valables pour les acteurs de taille importante. Qu'en est-il des plus petits acteurs? Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle Etifinance est bien placée pour répondre, puisque nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement d'acteurs de taille intermédiaire ayant besoin de soutien pour structurer leur démarche d'investisseurs responsables.
Et ce que l'on constate en 2022, c'est déjà que les équipes sont intéressées par ces sujets. Et ça, c'est un point essentiel. On voit que les acteurs sont en train de se structurer afin de disposer d'équipes dédiées aux thématiques extra-financières, mais que cela demande des ressources humaines et financières dont ils ne disposent pas nécessairement. Un autre point important, c'est le manque de lisibilité de certains indicateurs ESG. Comme je vous le disais tout à l'heure, on commence toutes et tous à bien maîtriser certaines thématiques et il faut bien reconnaître que la compréhension d'une empreinte biodiversité reste encore un peu floue pour certains. Et enfin, il est important de reconnaître que la gouvernance est encore axée risque et non pas durabilité, et que cela a un impact important sur la mise en place de mesures en faveur de l'investissement responsable au sein de nombreuses maisons. On voit donc que les constats du premier exercice restent tout de même assez mitigés, peut-être parce que les acteurs financiers manquent de connaissance des exigences concrètes qui leur sont demandées. Comment peut-on y voir plus clair? Eh bien, pour commencer, si on revient brièvement sur le calendrier réglementaire, on se rend très vite compte que les échéances de l'article 29 auxquelles les acteurs financiers font face s'inscrivent dans celles du plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne et s'articulent notamment avec les publications qui seront demandées aux acteurs financiers au titre du règlement disclosure et du règlement taxonomie, mais pas que. Très bien, je comprends. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ces différents liens? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 29 est finalement la réglementation la plus aboutie en matière de transparence extra-financière, mais que l'ensemble des réglementations financières actuellement en vigueur intègrent peu à peu des éléments de durabilité. C'est évidemment le cas du règlement disclosure, qui fait directement référence au règlement taxonomie et qui est lui-même mentionné par MiFID dans la classification des fonds. Les directives FIA et OPCVM reprennent les mentions de l'article 29 en matière de gouvernance, tout comme MiFID qui vous demande de communiquer sur la façon dont les risques extra-financiers sont considérés au niveau de la gouvernance de votre entité. Mais nous allons rentrer dans le détail de ce grand mot croisé un petit peu plus loin. Si j'ai bien compris, on a donc un cadre réglementaire qui devient de plus en plus complexe. Quelles sont plus particulièrement les spécificités de l'article 29? Alors, en ce qui concerne l'article 29, il faut souligner qu'on est ici sur une réglementation qui ne touche que les acteurs financiers français, bien qu'elle s'inscrive dans le cadre européen. Ce qui est demandé à ces acteurs et donc aux sociétés de gestion, c'est de publier un rapport composé de 9 sections au 30 juin de chaque année sur leur site internet et transmis à l'ADEME. À noter que si ces acteurs possèdent des fonds ou des mandats de plus de 500 millions d'euros d'encours, ils devront également publier un rapport pour chacun de ces fonds, en plus de leur rapport en tant qu'entité. L'objectif d'une telle réglementation est double. D'abord, préciser les dispositions déjà établies par l'article 173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui a donc été remplacé par l'article 29, notamment au regard des politiques et des moyens consacrés à la transition énergétique par les acteurs financiers. Ensuite, l'idée avec l'article 29, c'est d'aller encore plus loin que le cadre européen en ajoutant un focus supplémentaire sur les risques associés au changement climatique et à la biodiversité, ainsi que sur l'intégration des risques ESG dans les politiques de gestion des risques. Je comprends mieux. Mais est-ce que tous les acteurs financiers, sans exception, sont concernés par cette réglementation? En effet, c'est un point qui peut paraître assez délicat dans l'article 29, c'est de comprendre qui est concerné. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? L'article 29 de la loi énergie-climat s'applique à toutes les SGP françaises, y compris les filiales de SGP françaises de sociétés de gestion étrangères. Elles sont donc concernées pour au moins une partie des exigences au titre des fonds qu'elles gèrent, qu'ils soient ou non commercialisés en France, y compris les fonds de droit étranger, des mandats de gestion au sens de la directive MIF 2 qu'elles gèrent, quel que soit l'endroit où les actifs sont déposés, ainsi que les mandats d'arbitrage, et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil en investissement. Tu dis, Tessa, que les SGP sont toutes concernées par au moins une partie des exigences, c'est-à-dire? Alors, plus précisément, 8 des points de l'article 29 concernent, pour l'instant, bien évidemment, que les entités gérant plus de 500 millions d'encours. Les points 5, 6, 7 et 8 devront également faire l'objet d'une publication spécifique pour chaque fonds ou mandat de plus de 500 millions d'euros. Et du coup, pour y voir plus clair, quelles informations les sociétés de gestion doivent publier sur chacun des points? Par exemple, sur le premier. Alors, dans la première section de l'article 29, on parle de la démarche générale de l'entité et ça concerne tous les acteurs qui ont été mentionnés précédemment. Un certain nombre d'informations leur sont demandées dans cette section.
Mais concrètement, il s'agit dans un premier temps pour eux d'expliquer comment ils intègrent les critères, les objectifs ESG dans leur politique d'investissement, en décrivant par exemple leur processus d'exclusion et en décrivant comment ces critères ESG sont effectivement pris en compte dans leur processus de gestion. Il s'agit aussi, dans un second temps, d'expliquer comment les acteurs financiers communiquent sur cette politique auprès de leurs clients, par exemple dans leur DPEF ou par le biais d'une charte ESG. Et c'est aussi dans cette section qu'on leur demande de lister tous les produits financiers classés article 8 ou article 9 au titre de SFDR et de mentionner leurs potentielles adhésions à des initiatives de place. Est-ce que vous pouvez détailler comment cette section s'articule avec les autres réglementations qui sont demandées? Eh bien, presque toutes les réglementations intégrant des critères de durabilité vous demandent de communiquer sur votre politique d'intégration ESG, que ce soit au niveau de votre entité en général ou bien au niveau de chacun de vos fonds. C'est le cas par exemple des directives AIFM et UCITS qui exigent des gestionnaires d'actifs qu'ils communiquent sur leur prise en compte des facteurs de durabilité et des objectifs en lien avec la durabilité et sur l'intégration des risques de durabilité au niveau de la supervision des produits. Le point 2 est quant à lui directement lié à la doctrine de l'AMF, puisqu'il vous demande de lister l'ensemble des outils de communication ESG mis à la disposition de vos clients. L'AMF va plus loin puisqu'elle précise les informations que vous pouvez ou devez communiquer dans vos documents précontractuels et commerciaux en fonction de l'approche extra-financière que vous adoptez. Le point 3 répond quant à lui directement à SFDR dans la mesure où il vous demande de lister vos produits article 8 et article 9, mais plus globalement, il vous est demandé de communiquer sur la façon dont vous récoltez des informations sur les caractéristiques ESG de l'ensemble de vos produits et de préciser les périmètres analysables, les taux de couverture et surtout les éléments méthodologiques vous permettant d'évaluer la performance ESG de vos actifs. Et ceci vous est demandé par quasiment toutes les réglementations intégrant des critères de durabilité. C'est le cas par exemple de MiFID qui vous demande si vos produits sont durables au sens de SFDR, au sens de la taxonomie ou au sens des PAI ou de la doctrine de l'AMF qui vous demande de communiquer sur les taux d'analyse extra-financière de votre portefeuille ou sur les limites méthodologiques de votre analyse extra-financière. Le dernier point, qui est pourtant fort apprécié des communications extra-financières, demeure par contre une spécificité française et n'est pas formellement requis par d'autres réglementations. C'est très clair, merci. Dans la section 2 du rapport, il est demandé de communiquer sur les moyens internes qui sont effectivement déployés pour mettre en place une démarche ESG. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si vous êtes un acteur financier, vous devez décrire toutes les ressources humaines, financières ou techniques qui sont dédiées à l'ESG au sein de votre entité. Ça peut très bien passer par exemple par l'existence d'un comité de pilotage de la démarche ESG ou encore par le recours à un prestataire externe pour l'analyse extra-financière de vos actifs. Donc si vous réalisez des rapports ESG au climat de vos actifs, c'est dans cette section qu'il faut le mentionner, tout comme les formations qui ont pu être dispensées à vos équipes en matière d'investissement responsable par exemple. Encore une fois, quelles sont les articulations possibles avec les autres réglementations auxquelles sont soumises les sociétés de gestion? Bien, les moyens internes déployés par l'entité, c'est un peu le nerf de la guerre de l'ESG, puisqu'il s'agit évidemment que vous communiquiez sur ce que vous faites en matière d'intégration ESG, mais surtout sur comment est-ce que vous le faites. Et ça, c'est un point sur lequel les directives européennes, donc ici MiFID, AIFM et UCITS, sont très à cheval. Et donc, là où l'article 29 vous demande de communiquer sur le nombre d'employés dédiés à l'ESG, sur le pourcentage de votre masse salariale qu'il représente ou sur vos budgets de formation dans le domaine, les directives européennes vont plus loin et vous demandent d'attester de l'expertise de vos ressources humaines en la matière. Le deuxième alinéa de cette deuxième section de l'article 29 vous demande quant à lui de communiquer sur vos outils de conformité réglementaire. Donc, dans la première section, il s'agissait plutôt de vos outils de communication commerciale. Et ici, on s'intéresse plus particulièrement à vos DC, à vos prospectus et à la façon dont vous communiquez sur les caractéristiques extra-financières de vos produits. Et donc, ceci entre évidemment directement en lien avec la doctrine de l'AMF. Et enfin, le troisième point de cette section vous demande de détailler les moyens mis en œuvre pour renforcer vos capacités ESG. Et il s'agit là encore d'une spécificité française, puisque les autres réglementations ne mentionnent pas directement ce point. Que faut-il ensuite publier dans la section 3? Dans la section 3, il vous est ensuite demandé de communiquer sur votre prise en compte des critères ESG au sein de votre gouvernance.
Encore une fois, concrètement, il s'agit pour vous ici de décrire les potentielles compétences et expériences accumulées par les différents membres de vos instances de gouvernance en matière de SG, qui ont pu être développées par exemple par le biais de formation de vos administrateurs sur les différents enjeux extra-financiers ou dans le cadre de la création de comités de gouvernance dédiés à l'ESG au sein de votre entité. Et si je comprends bien, c'est aussi dans cette section qu'on indique l'existence ou non de critères ESG dans la politique de rémunération des dirigeants et des administrateurs? Exactement. Et encore une fois, cette section du rapport se rapproche d'autres réglementations. Et en effet, le premier point de cette section fait écho à la section précédente dans la mesure où il vous demande de détailler les compétences et expériences en matière d'ESG, mais cette fois-ci non plus de vos salariés, mais de vos administrateurs. Et donc cela répond directement à la notion d'expertise qui est mentionnée dans les directives européennes et notamment dans MiFID. Le point 2 de cette section de l'article 29 vous demande de préciser la façon dont les thématiques ESG sont considérées au niveau de la comitologie de votre entité. Les autres réglementations et directives sont moins précises sur la notion de comité, mais elles requièrent néanmoins que vous communiquiez sur la façon dont les risques ESG sont pris en compte au niveau de la gouvernance de votre entité. Et c'est ici encore notamment le cas de MiFID. Mais c'est le troisième point de cette section qui est le plus intéressant du point de vue de l'environnement réglementaire, puisque la question de la mise en place d'une politique de rémunération intégrant des critères extra-financiers est prépondérante dans les textes de loi. Pour SFDR, il conviendra notamment d'indiquer comment les politiques de rémunération mises en place au sein de la SGP encouragent ou ne découragent pas la prise en compte des risques de durabilité dans les processus de décision d'investissement, et avec une attention particulière portée au fait que ces politiques n'induisent pas de conflits d'intérêts qui seraient potentiellement préjudiciables aux intérêts premiers des clients. Et cette notion de conflit d'intérêts, eh bien, on la retrouve encore dans MiFID, mais également dans les directives FIA et OPCVM, qui vous demandent de revoir vos politiques de rémunération afin de s'assurer que vous n'encouragez pas la prise de décision préjudiciable du point de vue extra-financier. Alors, ce dernier point, il est intéressant parce que si l'article 29 vous propose de recourir au Complier Explain pour justifier la non-intégration de critères ESG dans vos politiques de rémunération, eh bien, ce n'est pas le cas des directives européennes qui imposent formellement cette intégration. Tessa, peux-tu me décrire les spécificités liées à la section 4 sur l'engagement? Eh bien oui, la section 4 de l'article 29 va globalement être la dernière section relative au déploiement de votre démarche ESG dans le sens général du terme et va en effet porter sur la stratégie d'engagement des sociétés de gestion auprès des émetteurs en portefeuille. On vous demande ici notamment de communiquer sur votre démarche de dialogue actionnarial ainsi que sur les actions de dialogue effectivement mises en œuvre. Si vous avez engagé des entreprises et être rentré en dialogue avec elles, combien ont été effectivement engagés et sur quelle thématique? Est-ce que ces dialogues vous ont amené à prendre des décisions en matière d'investissement, par exemple en termes de désengagement sectoriel? Et concernant la politique de vote? De même que pour le dialogue, on vous demande dans cette section de communiquer sur une potentielle politique de vote ainsi que sur son application et sur le bilan associé aux actions menées dans le cadre de cette politique. Et est-ce que les exigences de cette section sont aussi demandées dans d'autres réglementations? Eh bien, cette quatrième section, elle est assez spécifique à la réglementation française puisqu'elle dépasse le cadre de la mesure de la performance sociale ou environnementale de vos actifs pour aller voir comment est-ce que vous incitez les entreprises à s'améliorer. Et ça, eh bien, ce n'est pas tout à fait le rôle des directives européennes et ce n'est pas non plus l'ambition de SFDR, même si ça pourrait le devenir puisque la réglementation européenne en la matière a plutôt tendance à s'inspirer de la réglementation française. Mais il y a par contre une autre réglementation européenne qui a évolué ces dernières années pour intégrer des principes extra-financiers, et c'est SRD2, la directive sur le droit des actionnaires. Et donc cette directive, eh bien, elle vise à lutter contre l'inertie des actionnaires et les obstacles à l'exercice de leurs droits, tout en encourageant un engagement de long terme. Et pour ce faire, eh bien, les gestionnaires d'actifs doivent être transparents quant à leurs investissements et quant à la manière dont ils s'engagent auprès des entreprises bénéficiaires. Ils doivent donc publier une politique d'engagement mentionnant la façon dont ils dialoguent avec les entreprises détenues et la manière dont ils exercent leur droit de vote. Et donc finalement, cette quatrième section de l'article 29, elle ne doit a priori être qu'un prolongement de votre politique SRD2. Je comprends bien, merci. Mais qu'en est-il de tous les éléments de reporting qui sont demandés? Alors, ces éléments sont abordés dans les sections 5, 6 et 7 de l'article 29, de même que la stratégie d'alignement de votre entité avec les différents objectifs internationaux en matière de climat et de biodiversité.
Dans la section 5, il vous est notamment demandé de communiquer sur la part de vos actifs liés aux activités fossiles et la part de ces mêmes actifs éligibles et alignés à la taxonomie. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref rappel de ce qu'est la taxonomie européenne? Alors, la taxonomie européenne, c'est une classification des activités considérées comme durables au titre de 6 objectifs, dont les 2 premiers sont d'ores et déjà entrés en vigueur, donc les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Et comment une activité peut être considérée comme durable? Alors, pour faire le plus simple possible, pour qu'une activité puisse être considérée comme durable ou dite alignée à la taxonomie, elle doit valider plusieurs critères. Déjà, cette activité, elle doit être éligible à la taxonomie, c'est-à-dire qu'elle doit figurer parmi les activités listées dans cette classification. Ensuite, si l'activité est éligible, elle doit contribuer substantiellement à au moins un des 6 objectifs, c'est-à-dire qu'elle doit respecter des critères techniques, qualitatifs et/ou quantitatifs associés à cet objectif. Si l'activité contribue substantiellement à un objectif, il faut ensuite vérifier, toujours par le biais de critères techniques, qu'elle ne causera pas de préjudice important aux 5 autres objectifs. Et si c'est le cas, il convient donc de vérifier que cette même activité respecte les garanties sociales minimales liées aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux du travail. Alors, si et seulement si toutes les étapes sont franchies, une activité est considérée comme durable et donc alignée à la taxonomie. Il convient ensuite de connaître la part de chiffre d'affaires ou des dépenses d'investissement d'une entreprise dans une ou plusieurs activités alignées pour connaître sa part d'alignement taxonomie. Je comprends mieux. Et dans les faits, qu'est-ce que ça implique dans le cadre de l'article 29? Alors, si on revient concrètement à ce que ça implique pour vous dans le cadre de l'article 29, vous devez publier 3 indicateurs. La part de vos encours éligibles, qui correspond en gros à la part d'éligibilité de chacun de vos actifs, rapportée à leur poids dans les encours totaux, hors les souverains. La part de vos encours alignés, sur le même principe, mais aussi la part de vos encours exposés aux activités fossiles, qui correspond ici à la part de chiffre d'affaires de vos actifs réalisés dans des activités fossiles, rapportés, toujours pareil, à leur poids dans les encours totaux. Et ici, à part le règlement de taxonomie, d'autres réglementations demandent aussi de publier sur ces indicateurs? Bien, vous l'avez vu, la mesure de l'éligibilité et de l'alignement de vos actifs à la taxonomie verte n'est pas chose facile et pourtant, elle est essentielle pour répondre à plusieurs réglementations européennes. Tout d'abord, pour MiFID, pour qui il existe 3 types de produits durables, les produits durables au sens de SFDR, ceux durables au sens de la taxonomie et ceux durables au sens des principales incidences négatives. Ensuite, évidemment, dans le cadre de produits article 8 ou article 9 du règlement SFDR, vous êtes tenu de communiquer sur un pourcentage minimum d'activités éligibles et alignées à la taxonomie. Et enfin, dans le cadre de la doctrine de l'AMF, puisqu'un changement de plus de 10% en valeur relative des taux d'alignement à la taxonomie de vos produits est considéré comme une dégradation de leur performance extra-financière, cela nécessite donc l'envoi d'une lettre au porteur et donc est intégré au principe de la doctrine de l'AMF. Et concernant les objectifs qu'une SGP se fixe pour être alignée à l'accord de Paris, comment cela se traduit dans l'article 29? Alors, c'est dans la section 6 de l'article 29 qui va leur être demandé de communiquer sur leur stratégie d'alignement avec les objectifs prévus par l'accord de Paris. Donc, concrètement, vous devez communiquer sur la définition et la mise en place d'un objectif quantitatif à horizon 2030 de réduction de l'empreinte carbone de vos investissements qui soit aligné avec l'accord de Paris. Cet objectif, il peut être défini en termes de température ou d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que les sociétés de gestion doivent également communiquer sur certains indicateurs dans cette section? En effet, ça nécessite bien évidemment pour eux de mesurer et de communiquer sur l'empreinte carbone de leurs actifs ou sur la trajectoire de réchauffement qu'ils suivent en décrivant la méthodologie qu'ils utilisent et la fréquence à laquelle ces calculs sont effectués. Et vous l'avez vu, avec cette 6e section, nous commençons vraiment à entrer dans le vif du sujet. L'article 29 vous demande de communiquer sur la trajectoire de réchauffement suivie par votre entité si vous gérez plus de 500 millions d'euros au global et pour chacun de vos fonds supérieurs à 500 millions d'euros. Il en va de même pour la fixation d'objectifs de réduction de la température de votre entité et pour chacun de vos fonds. La réglementation française est la seule à imposer explicitement une communication sur cet indicateur. Mais il peut également vous être utile dans d'autres communications, en lien par exemple avec le règlement SFDR, et notamment dans le cadre de vos fonds articles 8 ou 9, pour lequel il vous est demandé de communiquer
dans vos prospectus sur la prise en compte des risques de durabilité, sur le respect de vos objectifs ou caractéristiques de durabilité et sur les modalités mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. Vous pourrez donc, par exemple, vous fixer un objectif de limitation de la trajectoire de réchauffement de votre portefeuille en dessous de 2 degrés et communiquer sur les décisions d'investissement qui vous permettront d'y parvenir. Et en ce qui concerne la biodiversité, c'est le même principe? Alors, au même titre que la section précédente, on vous demande dans la section 7 de communiquer sur votre stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité cette fois-ci, tels que définis par la Convention pour la diversité biologique de 1992. L'idée ici, c'est donc de mesurer l'empreinte biodiversité de vos investissements sur la base des travaux menés par l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. Ça peut par exemple passer par la mesure du niveau d'impact et de dépendance de vos actifs à la biodiversité. Qu'est-ce que tu entends exactement par impact et dépendance à la biodiversité? Alors, par les impacts, on va entendre les pressions d'une activité et d'un processus de production exercés sur la biodiversité qui correspondent aux variations de quantité et ou de qualité du capital naturel. Parmi ces impacts, on peut retrouver par exemple les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les dépendances, l'idée, c'est de mesurer le niveau de dépendance d'une activité à chaque service écosystémique. Un service écosystémique, ça peut être considéré comme un stock renouvelable ou non de biens naturels. Et sont considérés comme services écosystémiques, par exemple, la pollinisation ou encore les eaux superficielles. L'idée, après avoir mesuré votre empreinte biodiversité, c'est donc de communiquer sur ces résultats, sur la méthodologie utilisée pour la calculer et sur la stratégie de réduction de cette empreinte à horizon 2030. Là encore, est-ce une spécificité de l'article 29 ou est-ce qu'il faut publier ces informations dans le cadre d'autres réglementations? Eh bien, pour cette 7e section, nous sommes exactement dans la même configuration que pour la section précédente, à savoir que la réglementation française est la seule à imposer ce type de communication, mais que les indicateurs qui en découlent peuvent être utilisés dans des communications réglementaires de vos fonds article 8 ou article 9 du règlement SFDR. Dans le cadre d'un fonds article 9, par exemple, vous pouvez considérer un objectif de limitation de l'impact de votre fonds sur les actifs du capital naturel et communiquer sur les décisions d'investissement qui vous permettront d'y parvenir. J'ai cru comprendre que les 2 dernières sections rentraient en application en 2023. Quelles en sont les spécificités? La section 8, en effet, avec la section 9 de l'article 29, fait son entrée en application cette année et il vous est demandé ici de communiquer sur les démarches de prise en compte de critères de durabilité dans votre processus global de gestion des risques. Donc concrètement, on vous demande dans cette section de communiquer sur vos processus généraux d'identification des risques dans la gestion de vos investissements, qui peut par exemple passer par une cartographie annuelle ou la mise en place d'un dispositif de gestion des risques au niveau de votre gouvernance. Il s'agit également ici et surtout d'indiquer comment vous intégrez les risques de durabilité à ce processus et comment est-ce qu'ils sont rapportés au cadre conventionnel de gestion des risques. Donc risque de marché, de crédit, de liquidité par exemple. Au-delà de la démarche, faut-il également communiquer sur les risques de durabilité que les SGP ont identifiés? Oui, c'est en effet dans cette section qu'on leur demande de décrire les principaux risques ESG qu'ils ont pu identifier et qu'ils analysent dans le cadre de la gestion de leurs investissements, ainsi que les méthodologies toujours d'analyse utilisées, et aussi de décrire quelles mesures les sociétés de gestion prennent concrètement pour réduire leur exposition à ces risques de durabilité. Un focus explicite est demandé ici en ce qui concerne l'analyse de risques climatiques, donc transition et physique, et des risques liés à la biodiversité. Vous devez également communiquer, si vous êtes une société de gestion, une estimation quantitative de l'impact financier que représentent ces risques de durabilité sur vos portefeuilles. Si lors des 2 sections précédentes, nous nous étions quelque peu éloignés des autres réglementations européennes, avec ce 8e point, nous revenons au cœur du plan d'action de la Commission européenne. La thématique des risques extra-financiers est en effet centrale dans l'environnement réglementaire actuel, qu'il s'agisse des risques que le changement climatique fait peser sur la valeur des actifs, et donc in fine sur le client, ou bien des risques que les activités économiques font peser sur le climat. C'est le principe de double matérialité cher à Etifinance.
Et donc, concrètement, en répondant au premier point de cette section de l'article 29, vous répondez également aux directives UCITS et AIFM qui vous demandent de communiquer sur votre politique et sur votre processus de gestion des risques. Ensuite, en répondant au deuxième point sur la quantification de l'impact financier que les principaux risques pourront avoir sur la valorisation de votre portefeuille, vous vous conformez également au règlement SFDR qui attend de vous une prise en compte des risques de durabilité et de leur incidence sur le rendement des produits. Et enfin, le point 3 de l'article 29 vous demande une vision prospective qui peut être intégrée dans vos politiques de gestion des risques pour chacune de ces réglementations. Et si une société de gestion n'est pas en mesure de publier certaines des informations demandées par toutes ces sections, comment cela se passe-t-il? Alors, si jamais vous ne publiez pas certaines des informations demandées dans les points 1 à 8, vous devez alors publier un plan d'amélioration continue dans lequel vous détaillez les actions concrètes que vous prévoyez de mettre en place pour améliorer votre situation au regard des attendus en matière d'investissement responsable, les changements stratégiques et opérationnels que vous prévoyez d'implémenter suite à la mise en place de ces actions correctives, ainsi que les objectifs que vous vous fixez sur ces deux plans avec un calendrier de mise en œuvre. Merci pour ce rappel des exigences concrètes de l'article 29. Mais dans quelle mesure Etifinance peut-elle accompagner les acteurs financiers dans leur réponse réglementaire? Afin de répondre aux points 1 à 9 mentionnés précédemment, les équipes d'Etifinance ont développé, grâce à leur expertise en conseil, en reporting ou encore en recherche, une solution d'accompagnement complète. L'idée, c'est surtout de vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins et surtout adapté à votre niveau de maturité. Donc, pour être sûr de vous fournir un accompagnement sur mesure, nos équipes conseil s'attachent à bien comprendre votre besoin pour pouvoir vous épauler au mieux dans la structuration de votre démarche et dans le pilotage de vos risques. Nous avons donc mis en place un processus d'accompagnement en 4 étapes durant lesquelles nous échangeons constamment avec vos équipes. Peux-tu détailler un peu plus ce processus? Oui, alors dans la première phase d'état des lieux, nous évaluons notamment la maturité de votre entité au travers d'un questionnaire. Les réponses fournies à ce questionnaire, ainsi que nos échanges, nous permettent de cerner au mieux les besoins pour pouvoir ensuite réaliser avec vos équipes des ateliers de travail afin de discuter ensemble des aspects de votre démarche qui nécessitent d'être développés ou structurés. En règle générale, on organise 2 ateliers. Un premier sur la mise en place de votre démarche ESG et climat et un second sur la formalisation et l'intégration de vos risques de durabilité. À la suite de ces ateliers, on rédige tous les éléments concrets nécessaires à la production du rapport, par exemple une charte ESG ou une politique de gestion des risques de durabilité, ou encore votre plan d'amélioration continue, toujours en fonction de vos besoins. Et une fois tous ces éléments rédigés, on organise une réunion de restitution au cours de laquelle nous vous présentons votre rapport consolidé afin de vérifier ensemble qu'il correspond à vos attentes. Je comprends que toutes ces étapes permettent de répondre aux points 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'article 29. Mais alors quid des points 5, 6 et 7? Et bien sur ces points, Etifinance est également en mesure de produire, grâce à ses méthodologies internes, tous les indicateurs nécessaires à la réponse réglementaire. Donc, parmi ces indicateurs, on retrouve les indicateurs de performance ESG, tels que l'exposition de vos portefeuilles aux controverses et aux activités controversées, les indicateurs d'empreinte carbone, tels que les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone moyenne de vos portefeuilles sur les scopes 1, 2 et 3, les indicateurs température, avec notamment la trajectoire de réchauffement suivie par vos portefeuilles à horizon 2030, avec ou sans prise en compte des objectifs climatiques fixés par les émetteurs investis. Les indicateurs de part brune et verte, correspondant à la part d'éligibilité et d'alignement taxonomie de vos portefeuilles pour la part verte, et à l'exposition de vos portefeuilles aux énergies fossiles pour la part brune. Et enfin, les indicateurs biodiversité, tels que l'identification des impacts et dépendances de vos portefeuilles, développés grâce aux données de la base Ancor. Merci beaucoup Diane et Tessa d'avoir éclairé ces nombreux points et merci à vous qui nous écoutez pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.